Ivan Ogarev, arrivé au centre du campement, descendit de cheval, et les cavaliers de son escorte firent faire un large cercle autour de lui. En ce moment, Sangaré s'approcha et dit « Je n'ai rien de nouveau à t'apprendre, Ivan. » Ivan Ogarev ne répondit qu'en donnant brièvement un ordre à l'un de ses officiers. Aussitôt les rangs des prisonniers furent brutalement parcourus par des soldats. Ces malheureux, stimulés à coups de fouet ou poussés du bois des lances, durent se relever en hâte et se ranger sur la circonférence du campement. Un quadruple cordon de fantassins et de cavaliers, disposés en arrière, rendait toute évasion impossible. Le silence se fit aussitôt. Et sur un signe d'Ivan Ogarev, Sangaré se dirigea vers le groupe au milieu duquel se tenait Marfa Strogov. La vieille sibérienne la vit venir. Elle comprit ce qui allait se passer. Un sourire dédaigneux apparut sur ses lèvres. Puis se penchant vers Nadia, elle lui dit à voix basse « Tu ne me connais plus, ma fille. Quoi qu'il arrive, et si dure que puisse être cette épreuve, pas un mot, pas un geste. C'est de lui, et non de moi qu'il s'agit. » À ce moment, Sangaré, après l'avoir regardé un instant, mit sa main sur l'épaule de la vieille sibérienne. « Que me veux-tu » dit Marfa Strogov. « Viens, répondit Sangaré. Et la poussant de la main, elle la conduisit au milieu de l'espace réservé, devant Ivan Ogarev. Michel Strogoff tenait ses paupières à demi fermées pour n'être pas trahi par l'éclair de ses yeux. Marfa Strogoff, arrivé en face d'Ivan Ogarev, redressa sa taille, croisa ses bras et attendit. « Tu es bien Marfa Strogoff » lui demanda Ivan Ogarev. « Oui, » répondit la vieille sibérienne avec calme. « Reviens-tu sur ce que tu m'as répondu lorsqu'il y a 3 jours je t'ai interrogé à Omsk ?»« Non. » « Ainsi, tu ignores que ton fils Michel Strogoff, courrier du tsar, a passé à Omsk. »« Je l'ignore. »« Et l'homme que tu avais cru reconnaître pour ton fils au relais du poste, ce n'était pas lui. Ce n'était pas ton fils. Ça n'était pas mon fils. Et depuis, tu ne l'as pas vu au milieu de ces prisonniers? Non. Et si on te le montrait, le reconnaîtrais-tu? Non. À cette réponse qui dénotait une inébranlable résolution de ne rien avouer, un murmure se fit entendre dans la foule. Ivan Ogarev ne put retenir un geste menaçant. « Écoute, dit-il à Marfa Strogov, ton fils est ici, et tu vas immédiatement le désigner. » Non. Tous ces hommes, pris à Omsk et à Kolivan, vont défiler sous tes yeux, et si tu ne désignes pas Michel Strogoff, tu recevras autant de coups de fouet qu'il sera passé d'hommes devant toi. Ivan Ogarev avait compris que quelles que fussent ces menaces, quelles que fussent les tortures auxquelles on la soumettrait, l'indomptable sibérienne ne parlerait pas. Pour découvrir le courrier du tsar, il comptait donc non sur elle, mais sur Michel Strogoff lui-même. Il ne croyait pas possible que, lorsque la mère et le fils seraient en présence l'un de l'autre, un mouvement irrésistible ne les trahît pas. Certainement, s'il n'avait voulu que saisir la lettre impériale, il aurait simplement donné l'ordre de fouiller tous ses prisonniers. Mais Michel Strogoff pouvait avoir détruit cette lettre après en avoir pris connaissance, et s'il n'était pas reconnu, s'il parvenait à gagner Irkoutsk, les plans d'Ivan Ogarev seraient déjoués. Ce n'était donc pas seulement la lettre qu'il fallait au traître, c'était le porteur lui-même. Nadia avait tout entendu, et elle savait maintenant ce qu'était Michel Strogoff, et pourquoi il avait voulu traverser sans être reconnu les provinces envahies de la Sibérie. Sur l'ordre d'Ivan Ogarev, les prisonniers défilèrent un à un
devant Marfa Strogoff, qui resta immobile comme une statue et dont le regard n'exprima que la plus complète indifférence. Son fils se trouvait dans les derniers rangs. Quand à son tour il passa devant sa mère, Nadia ferma les yeux pour ne pas voir. Michel Strogoff était demeuré impassible en apparence, mais la paume de ses mains saigna sous ses ongles qui s'y étaient incrustés. Ivan Ogarev était vaincu par le fils et la mère. Tsangaré, placé près de lui, ne dit qu'un mot. « Le fouet !»« Oui !» s'écria Ivan Ogarev qui ne se possédait plus. « Le fouet à cette vieille coquine, et jusqu'à ce qu'elle meure !» Un soldat tartare, portant ce terrible instrument, s'approcha de Marfa Strogoff. Le fouet se compose d'un certain nombre de lanières de cuir à l'extrémité desquelles sont attachés des fils de fer tordus. On estime qu'une condamnation à 120 coups de ce fouet équivaut à une condamnation à mort. Marfa Strogoff le savait, mais elle savait aussi qu'aucune torture ne la ferait parler, et elle avait fait le sacrifice de sa vie. Marfa Strogoff, saisi par 2 soldats, fut jeté à genoux sur le sol. Sa robe déchirée montra son dos à nu. Un sabre fut posé devant sa poitrine à quelques pouces seulement. Au cas où elle eût fléchi sous la douleur, sa poitrine était percée de cette pointe aiguë. Le Tartare se tint debout. Il attendait. « Va !» dit Ivan Ogarev. Le fouet siffla dans l'air. Mais avant qu'il eût frappé, une main puissante l'avait arraché à la main du Tartare. Michel Strogoff était là. Il avait bondi devant cette horrible scène. Si au relais d'Ichim il s'était contenu lorsque le fouet d'Ivan Ogarev l'avait atteint, ici, devant sa mère qui allait être frappée, il n'avait pu se maîtriser. Ivan Ogarev avait réussi. « Michel Strogoff !» s'écria-t-il. Puis s'avançant. « Ah !» fit-il. « L'homme d'Ichim !»« Lui-même !» dit Michel Strogoff. Et levant le fouet, il en déchira la figure d'Ivan Ogarev. « Coup sur coup !» dit-il. « Bien rendu !» s'écria la voix d'un spectateur qui se perdit heureusement dans le tumulte. 20 soldats se jetèrent sur Michel Strogoff et ils allaient le tuer. Mais Ivan Ogarev, auquel un cri de rage et de douleur avait échappé, les arrêta d'un geste. « Cet homme est réservé à la justice de l'émir, dit-il. Qu'on le fouille !» La lettre aux armes impériales fut trouvée sur la poitrine de Michel Strogoff qui n'avait pas eu le temps de la détruire. Et on la remit à Ivan Ogarev. Le spectateur qui avait prononcé ces mots, bien rendus, n'était autre qu'Alcide Jolivet. Son confrère et lui, s'étant arrêtés au camp de Zabediero, assistaient à cette scène. « Pardieu, dit-il à Harry Blount, ces gens du Nord sont de rudes hommes. Avouez que nous devons une réparation à notre compagnon de route. Korpanov ou Strogoff se valent, belle revanche de l'affaire d'Ichim. » « Oui, revanche, en effet, répondit Harry Blount, mais Strogoff est un homme mort. Dans son intérêt, il aurait peut-être mieux fait de ne pas se souvenir encore. Et de laisser périr sa mère sous le fouet? Croyez-vous qu'il lui ait fait un meilleur sort par son emportement à elle et à sa sœur? Je ne crois rien, je ne sais rien, répondit Alcide Jolivet, si ce n'est que je n'aurais pas mieux fait à sa place. Quel balafre! Eh, que diable! Il faut bien bouillir quelquefois. Dieu nous aurait mis de l'eau dans les veines et non du sang, s'il nous eût voulu toujours et partout imperturbables. Joli incident pour une chronique, dit Harry Blount. Si Ivan Ogarev voulait seulement nous communiquer cette lettre. Cette lettre, Ivan Ogarev, après avoir étanché le sang qui lui couvrait le visage, en avait brisé le cachet. Il la lut et la relut longuement, comme s'il eût voulu se bien pénétrer de tout ce qu'elle contenait.
Puis après avoir donné ses ordres pour que Michel Strogoff, étroitement garrotté, fût dirigé sur Tomsk avec les autres prisonniers, il prit le commandement des troupes campées à Zabadiero, et au bruit assourdissant des tambours et des trompettes, il se dirigea vers la ville où l'attendait l'émir. Ivan Ogarev, arrivé au centre du campement, descendit de cheval, et les cavaliers de son escorte firent faire un large cercle autour de lui. En ce moment, Sangaré s'approcha et dit « Je n'ai rien de nouveau à t'apprendre, Ivan. » Ivan Ogarev ne répondit qu'en donnant brièvement un ordre à l'un de ses officiers. Aussitôt les rangs des prisonniers furent brutalement parcourus par des soldats. Ces malheureux, stimulés à coups de fouet ou poussés du bois des lances, durent se relever en hâte et se ranger